Bonjour Joseph Lédet. Bonjour Thibault Lurade. Vous êtes économiste, consultant financier. Dans une interview précédente, vous aviez souligné l'inattendue et exceptionnelle réussite de l'euro. Aujourd'hui, vous allez nous dire qu'il faut aller plus loin, qu'il faut parler d'euro-expansionnisme pour ne pas parler d'euro-impérialisme. Alors pourquoi? Alors, je vous explique. Tout d'abord, c'est vrai que la réussite de l'euro a été tout à fait exceptionnelle, tout à fait inattendue. Et si on fait le bilan de ce qui a été réussi au sein de l'Union européenne depuis sa création, c'est peut-être certainement sa plus grande réussite concrète. Un terreau financier commun solide pour l'ensemble des pays qui l'ont adopté, des 19 pays qui l'ont adopté. Alors, ça, c'est le point positif. Et ce que je me dis, finalement, c'est que c'est dommage de ne pas aller plus loin. Ce serait dommage de ne pas aller plus loin. Pourquoi? Aujourd'hui, le monde économique est très dominé par la finance, beaucoup plus qu'avant. Il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on n'entendait pas à la radio parler du dollar ou de l'euro ou du mark, assez rarement. Aujourd'hui, tout le monde, même au café du commerce, on parle de l'euro par rapport au dollar, etc. C'est quelque chose qui est passé dans la vie courante. La plupart des pays, il se trouve que la plupart des pays du monde, en nombre, n'ont pas la chance de bénéficier d'une devise solide, d'une grosse devise. Ils ont leur petite devise. Ils ont leur petite monnaie, je dirais, qui est non convertible. Les gens du pays, lorsqu'ils veulent aller à l'étranger, ils sont obligés de se fournir des devises, c'est toujours très difficile. Oui, c'est un handicap. Rappelez-vous, à une époque, nous en France, on avait des carnets de change pour sortir de France. C'était compliqué, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, pour les gens du pays, c'est compliqué. Pour les importations, c'est dur, parce que les importations, il faut avoir des devises, il faut avoir accumulé des devises pour acheter des produits étrangers. Et puis aussi, les investisseurs étrangers, quand ils investissent dans ces pays où il y a une monnaie qui est fragile, ils se disent, si je monte une entreprise là ou quelque chose, et puis est-ce que je pourrais vraiment récupérer mon argent? Voilà, donc c'est un handicap pour le développement du pays. Alors, cet euro-expansionnisme, d'accord, mais vers où? Alors, l'idée serait de faire se propager l'euro, si je puis dire, vers ces deux directions naturelles. Il y en a deux. C'est l'Est et le Sud. L'Est, c'est faire aller l'euro jusqu'à la Russie. Jusqu'à la Russie, pour avoir un grand continent européen euroisé, qui serait une vaste zone d'échange économique et financier homogène pour l'ensemble du continent. Voilà. Et ça favoriserait le développement et la coopération entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, tel que la voulait le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, par exemple. Et l'Afrique du Nord? Vers le Sud, l'Afrique, non seulement l'Afrique du Nord, mais aussi tout le continent africain. Tout le continent africain, qui a des liens particuliers historiques, non seulement avec la France, mais aussi avec un certain nombre d'autres pays, avec la Belgique, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec pas mal de pays européens, avec l'Espagne, avec le Portugal. Et il faut savoir qu'en Afrique, il y a un seul pays qui a une monnaie convertible, c'est l'Afrique du Sud avec le rand. Toutes les autres monnaies, y compris le franc CFA, ne sont pas convertibles. Lorsque vous venez à Paris avec du franc CFA, vous ne pouvez pas l'échanger. Vous voyez, à l'époque, c'était possible, à une époque, mais maintenant, c'est plus possible. Mais si vous me permettez, ces pays d'Afrique du Nord ou encore la Russie, ils ne rentrent pas dans les critères pour l'euro, d'intégration à l'euro. Alors là, si vous voulez, permettez-moi de sourire. Aujourd'hui, les pères fondateurs de l'euro ne respectent plus les critères de Maastricht, la France, l'Allemagne, ne serait-ce que parce que leur dette publique a dépassé de loin le taux de 60%. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des détails, des petits détails comme cela. Mais néanmoins, il n'y a pas un risque de déséquilibrer la zone euro, là, ce qui serait une super zone euro? Alors il faut savoir, donnons quelques chiffres. Le PIB de la zone euro, des 19 pays, représente à peu près 10 000 milliards d'euros, et ce qui correspond à une masse monétaire du même ordre de grandeur, 10 000 milliards d'euros, donc en cash. Et le continent africain, l'ensemble du continent africain a un PIB, et donc une masse monétaire,
qui est équivalente à celle de la France, soit 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire 20% du PIB ou de la masse monétaire de la zone euro. La Russie a un PIB ou une masse monétaire qui sont de l'ordre de grandeur de 1500 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du PIB italien, et donc 15% du PIB de la zone euro. Donc en fait, si on ajoutait l'ensemble de la Russie et l'ensemble du continent africain, d'un seul coup, on augmenterait la masse monétaire d'un tiers. Voilà. D'accord. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas une utopie? Est-ce réaliste? Alors, bien sûr, ça ne se fera pas d'un seul coup, mais il faut voir une chose, c'est que l'euro a quand même un avantage pour lui. On critique souvent le fait que l'Europe n'ait pas une direction politique très structurée. En fait, l'Europe est une sorte de... le terme était peut-être un peu dur, mais est une sorte d'invertébré politique, de mollusque politique. L'euro est une monnaie pluri-État, et donc l'avantage, c'est que c'est une monnaie collective. C'est une monnaie qu'on ne peut pas qualifier d'impérialiste, parce que c'est une monnaie qui appartient à plein de pays différents et qui a vocation à s'étendre petit à petit. Donc c'est une monnaie collective, à la différence des autres grandes devises que sont le dollar, bien sûr, qui à l'image de son pays, a une image assez impérialiste. Si on impose le dollar à un pays, on va se dire que ce pays est envahi par les États-Unis, d'une certaine façon. De même le yen, mais le yen n'a pas trop de vocation internationale. Et donc l'euro, de ce point de vue-là, du fait qu'il n'y a pas une très grosse force politique, une très grosse stratégie politique européenne, et le fait que l'euro soit une monnaie collective, plaide en la faveur de son extension à d'autres pays, je dirais, à la limite, en leur offrant l'euro sans condition, en oubliant les critères, les anciens critères de Maastricht, etc., en disant, voilà, si vous voulez de l'euro, vous le prenez, un point, c'est tout. Et à ce moment-là, je pense que pour les pays en question, cela favorisera grandement leur développement économique. Voilà, d'où votre plaidoyer pour cet euro-expansionnisme. Joseph Lédé, je vous remercie. Merci.